Donc, merci d'être venu. Donc, moi, je remercie aussi le professeur Sahel de m'avoir demandé de vous présenter ce travail sur la vision prosthétique. Donc, en fait, je vais essayer de vous présenter un petit peu un petit historique pour rappeler en fait comment l'idée de faire revoir est apparue. Et puis après, en fait, des travaux que nous essayons de développer à l'Institut de la Vision avec le professeur Sahel pour essayer justement d'améliorer les performances visuelles des patients. Alors, tout d'abord, juste un bref rappel pour rappeler que, en fait, dans le monde, il y a à peu près 30 millions de patients qui sont aveugles et que, bon, même si finalement la cataracte est l'une des premières causes de cécité dans le monde, on a donc des pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui représente 6% des patients atteints de cécité, donc ça représente quand même 2 millions de patients dans le monde. La rétinopathie diabétique, donc le diabète, et on sait que le diabète est devenu une épidémie avec une croissance assez exponentielle. Et donc vous voyez qu'il y a déjà pratiquement 1 million de patients qui sont aveugles suite au diabète. Et puis le glaucome ici, qui représente aussi 2 millions de patients atteints de cécité. Après, il y a les maladies rares, donc où il y a aussi un nombre important de patients. Et puis le professeur Sahel parlait aussi de tous les accidents. Et en fait, ces différentes pathologies, elles conduisent à différentes formes de cécité. Puisque ce qu'on peut voir ici, c'est que le glaucome comme le diabète vont en fait induire la perte des cellules ganglionnaires qu'on voit ici et qui en fait connectent la rétine, c'est-à-dire l'œil, au cerveau. Donc en fait, lorsque vous avez ces pathologies et que vous devenez aveugle, eh bien, il n'y a plus de lien entre l'œil et le cerveau, ce qui veut dire que si on veut essayer de faire revoir ces patients aveugles, eh bien, il va falloir s'adresser directement au cerveau, donc éventuellement au cortex ou au corps genouillé latéral. Et donc il y a des approches qui ont été développées pour ces patients, et on en verra au début finalement, parce que c'est les premiers tests qui ont été réalisés. Et puis par contre, vous voyez que pour des pathologies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, eh bien, les patients perdent les photorécepteurs, mais il reste encore ces neurones qui peuvent encore parler au cerveau, et c'est justement tout le travail des essais cliniques sur les prothèses rétiniennes qui ont permis de montrer qu'en fait, ces neurones ici sont encore capables d'envoyer une information utile au cerveau que le patient va pouvoir utiliser. Alors vous voyez que dans ce cas-là, on peut mettre l'implant à différents endroits, donc en sous-rétinien, en épirétinien ou au niveau du nerf optique, comme l'a montré le professeur Sahel. Et donc je vais revenir un petit peu sur ces différentes approches qui ont été développées. Alors, tout d'abord, ici, au niveau du cortex visuel, c'est les premiers tests qui ont été faits, et vous voyez par un groupe dans les années 60, Brindley, qui en fait avait mis, vous voyez, en fait des électrodes qu'on voit ici, et qui étaient, en fait, il y avait en fait tout un système de transmission de l'information qui était aussi sur la tête. Et donc, en fait, on voit ici toutes les électrodes qui sont placées en fait à la surface du cerveau, et on voit en fait dans le champ visuel toutes ces électrodes et où se trouvent en fait les zones de stimulation de. Je m'excuse, c'est la scissure calcaire ici. J'ai pas changé. Et on en avait parlé avec José hier, parce qu'en anglais on dit fissure. Et donc en fait, on voit ici en fait toutes les zones stimulées par les électrodes en surface. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'en fait, il y a juste une zone très verticale, et tout simplement parce que dans la scissure, on trouve les zones. Donc la scissure, c'est un repliement du cerveau. Et en fait, dans ce repliement, on va trouver toutes les zones latérales. Et c'est pourquoi, chez ce patient, finalement, il n'y a pas du tout de stimulation dans les zones latérales de son champ visuel. Alors, ce qui était extrêmement quand même intéressant,
c'était de montrer qu'il est possible, chez ce patient, de réintroduire en fait des stimulations visuelles, des sensations visuelles. Et ce travail a été ensuite repris par le groupe de Doble, où ils ont mis un système implantable qui pouvait justement rester chez le patient. Et c'est justement le sujet du livre, de ce patient qui décrit sa vie avec cet implant. Et on retrouve un petit peu, vous voyez, le même type en fait, de stimulation. Et ce qu'avait montré aussi le groupe de Dobel, c'est que finalement, il pouvait induire chez le patient des sensations qui lui permettaient de lire en braille, sauf qu'en stimulant en fait, quelques points, vous voyez les points qui sont entourés ici d'un cercle, ça permettait au patient éventuellement de lire en braille, mais par une stimulation visuelle de ce type-là. Alors en fait, depuis, bien, tous ces travaux sont un petit peu tombés dans l'oubli, dans la mesure où finalement les patients reperdaient ces sensations visuelles, mais là, ces dernières années, en fait, les progrès technologiques nous amènent à reconsidérer ce type de stimulation, et c'est pourquoi, avec le professeur Sahel, nous sommes en train de voir pour développer un projet de ce type à l'Institut de la Vision. Donc, maintenant, j'aimerais revenir plus, en fait, aux implants rétiniens, sur lesquels nous avons déjà beaucoup travaillé. Et juste pour rappeler ce que disait le professeur Sahel, c'est que finalement, dans ce circuit, on voit aussi qu'il y a des cellules qui disparaissent. Donc, il y a aussi des cellules qui dégénèrent. Et c'est pourquoi, en fait, ce n'était pas évident de penser que finalement, ce circuit, qui est aussi dans un état neurodégénératif, qu'il puisse être en mesure d'envoyer un signal utile au cerveau. Et c'est l'objet des premiers tests cliniques qui ont permis que si, bien qu'il y ait une dégénérescence, ce circuit est capable d'envoyer une information utile que le patient va pouvoir interpréter et va pouvoir utiliser pour voir. Alors, ça, c'était les premiers tests. Vous voyez, en fait, finalement, c'était juste chronique. Il y avait juste une implantation aiguë, juste une implantation transitoire pour faire des tests. Ici, je vous montre aussi les travaux qui avaient été faits donc dans le groupe de Louvain par le professeur Verhart. Vous voyez, en fait, l'idée, c'était de mettre autour du nerf optique un manchon donc, qui va entourer ici ce nerf optique et faire des stimulations électriques. Mais ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que donc, dans ce nerf optique, il y a toutes les fibres des cellules ganglionnaires qui vont vers le cerveau. Et finalement, lorsque vous mettez cet implant autour du nerf optique, vous n'avez aucun moyen, finalement, de cibler plus particulièrement des fibres que d'autres. Et ce que vous voyez ici, c'est que finalement, là, en code couleur, on voit que suivant la position, en fait, vous voyez, 270, c'est représenté ici en violet. Donc, on voit que lorsqu'on stimule des électrodes qui sont dans cette zone, eh bien, on va stimuler le champ visuel ici, en haut à gauche. Et puis, vous voyez, là, 180, quand on stimule avec des électrodes ici, ça va être ce champ visuel en bas à gauche. Et donc, vous voyez que finalement, on stimule, on crée des phosphènes, des perceptions visuelles un peu dans tout le champ visuel. Et la difficulté, c'est que finalement, avec tous ces phosphènes, il était assez difficile d'arriver à créer des images cohérentes que le patient puisse utiliser. Donc, c'est pour ça que cette approche s'est un peu arrêtée aux dépens, en fait, de l'approche de stimulation directe de la rétine, donc comme l'a présenté le professeur Sahel, avec le professeur Humayoun, vous voyez, qui là va mettre l'implant ici en surface de rétine au contact des cellules ganglionnaires. Et on voit ici les premiers tests, donc, où finalement on retrouve quand même une certaine rétinotopie, puisque vous voyez ici L7, L8, L5, L6, on a à peu près la bonne orientation là. Ceci dit, on voit que certaines électrodes comme cette ligne-là sont complètement désorganisées ici, puisqu'on n'a pas du tout finalement la bonne orientation des électrodes. Mais finalement, quand même, l'avantage là, c'est qu'on va pouvoir faire plus facilement une image avec ces stimulations lorsqu'on stimule la rétine. Alors, la difficulté quand même, une difficulté qui est présente avec ces implants épirétiniens,
donc en surface de rétine, c'est que là, ce qui est représenté là, ce sont les axones des cellules ganglionnaires. Parce qu'une cellule ganglionnaire qui va être ici, eh bien, elle va avoir une fibre, un axone, qui va partir ici vers le nerf optique pour envoyer ensuite l'information au cerveau. Et cette fibre, cet axone, eh bien, il court à la surface ici de la rétine, dans cette espèce de nœud de fibre, enfin plus de tube de fibre. Donc, lorsque vous mettez une électrode ici en surface, eh bien, vous pouvez stimuler la cellule ganglionnaire qui est là, mais le risque, c'est de stimuler aussi ces fibres passantes. Donc, ces fibres qui courent à la surface de la rétine vers le nerf optique. Et c'est pourquoi vous voyez que, par exemple, ici, lorsque le professeur Rizzo à Boston stimulait une électrode ici, eh bien, il pouvait produire plusieurs perceptions visuelles dans le champ visuel. Et puis, donc là, vous voyez, il y a différents types d'images qui étaient produites par ces stimulations. Donc, c'est une des difficultés, parfois aussi, liées à cette stimulation épirétinienne. Alors, le professeur Sahel vous a montré, en fait, ce qui a été produit avec ces implants de deuxième génération du professeur Humayun. Et donc, je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui est assez remarquable, c'est que finalement, avec ces 60 électrodes qui sont placées ici en épirétinien, eh bien, les patients peuvent relire des mots, peuvent s'orienter, trouver des objets dans leur champ visuel. Alors, la question qui est posée, c'est que finalement, avec ces implants avec 60 électrodes, on peut trouver des objets, on peut s'orienter, on peut lire des mots, mais finalement, ce qui intéresse beaucoup les patients, c'est quand même la reconnaissance des visages. Et on voit que là, en fait, ça sera extrêmement difficile, voire impossible, de reconnaître un visage. Donc, on voit par contre que dès qu'on approche 600 pixels, on peut reconnaître les visages. Donc là, c'est vrai que c'est un visage qui est très contrasté. Et puis, ce qu'avait montré aussi le professeur Safran, c'est que pour la lecture de textes complexes, eh bien, il faudrait prévoir à peu près 600 pixels, bien que là, ce soit dans un champ un peu excentré qu'avaient été faits les tests. Alors, c'est un petit peu l'objectif, finalement, que nous sommes fixés. Comment pouvoir faire des implants avec 600 pixels? Alors, ça, on a vu déjà. On a vu que un implant avec à peu près 1 millier de pixels permettrait quand même d'avoir des images qui sont utiles, qui permettraient, alors c'est un peu difficile à voir là parce qu'on a un peu un manque de contraste, mais on voit très bien quand même le passage de clous, les piétons, là, les clous, pardon, ici, le passage de la voiture. Donc on voit qu'avec ce type d'implant, en fait, le patient pourrait retrouver une certaine autonomie aussi, puisque ce qui avait été montré dans des expériences de psychophysique, c'est qu'a priori, 600 pixels devraient permettre aussi de retrouver une certaine autonomie en locomotion. Donc l'idée, c'est que si on peut produire des implants avec 600 pixels, les patients pourraient retrouver une autonomie en locomotion dans des environnements complexes, reconnaître les visages et puis aussi lire des textes complexes. Alors, un des implants qui avait été réalisé avec beaucoup de pixels, c'était des implants sous-rétiniens. Le premier à le faire, ça avait été le professeur Shaw à Chicago. Et on voit ici, en fait, là, c'est une image d'un implant sous-rétinien qui avait été mis dans une rétine de chat. Et on voit aussi le problème de ces implants, c'est finalement la dégradation. Vous voyez ici, après 8 mois chez un chat, des implants. Et donc, ça montre qu'il y a aussi ce problème, finalement, de la stabilité des matériaux in vivo chez le patient. Mais alors, avec ces implants, malheureusement, il n'y avait pas eu de perception visuelle chez les patients implantés, grâce à l'implant. Et c'est ce qui avait amené à la conclusion que finalement, ici, il n'y avait pas assez d'énergie délivrée par ces implants. Et c'est pourquoi, en fait, le professeur Zreiner, qui avait repris un peu le travail
du professeur Shaw s'était dit qu'il fallait absolument avoir un circuit qui allait amplifier le signal acquis par la photodiode, par le système en fait, qui va mesurer l'intensité lumineuse. Et donc, finalement, en fait, ce qui est recréé dans ces circuits, il y a un système qui va détecter la lumière, un système qui va amplifier les signaux et une électrode qui va délivrer une impulsion. On retrouve finalement un photorécepteur électronique qui va remplacer le photorécepteur naturel. Et donc là, ce système avait 1500 pixels, donc on pouvait anticiper finalement que les patients devraient avoir des performances exceptionnelles. Et malheureusement, d'une certaine manière, les patients avaient des performances visuelles qui étaient relativement proches du système Second Sight, donc finalement qui n'arrivaient pas aux performances qu'on aurait pu attendre finalement d'un système avec une telle densité d'électrodes. Alors on peut se poser la question pourquoi, et c'est un peu la question que nous nous sommes posés à l'Institut. Et donc le système actuel, tous les systèmes actuels sont tels qu'il y a des électrodes au contact du tissu neuronal, mais comme toujours, une électrode, il y a une électrode de stimulation, mais le courant qui est délivré par cette électrode doit revenir quelque part, et donc il revient vers une électrode de masse qui va être en fait très loin. En général, elle est même parfois en dehors de l'œil. Et donc ce qu'on voit, c'est que le courant qui va être délivré ici va retourner par là-bas, celui-là va retourner aussi ici, et finalement, ils vont un peu couvrir des zones qui vont être semblables, ce qui fait que deux électrodes voisines risquent d'activer exactement les mêmes cellules, et que du coup, il y a une superposition des zones qui sont stimulées, et donc c'est pourquoi, finalement, que l'on ait qu'une seule électrode ou qu'on en ait deux, ça ne va pas être utile puisqu'il va y avoir une forme de redondance dans les signaux. Donc finalement, c'est ce qui fait que même s'il y a beaucoup d'électrodes, on n'a pas autant de finesse dans la perception visuelle que ce qu'on aurait pu attendre. Donc comment éventuellement résoudre ça? Certains ont proposé, de finalement mettre l'électrode de retour autour de chacune des électrodes de stimulation. Effectivement, ça serait bien meilleur. Donc vous voyez ici, notre collègue Blaise Hiver a modélisé en fait la distribution des courants. On voit qu'avec ce système-là, en fait, entre la zone de stimulation au niveau de l'électrode et les zones voisines, il y a quand même relativement peu de différence. Si on prend ce système-là, on a plus des différences. Vous voyez, c'est la courbe en bleu. On voit qu'entre les zones voisines et la zone de stimulation, il y a une grande différence. Mais finalement, ce qui serait encore meilleur, c'est de faire ceci. C'est-à-dire une espèce de grille de masse, on dit, autour des électrodes. Et cette grille de masse, elle est finalement commune, ce qui a aussi un intérêt parce que là, ça veut dire qu'il faut un fil pour chacune de ces électrodes de retour. Donc vous allez avoir le double de fils, donc une difficulté importante en fait, dans la connectique de cet implant, alors que là, finalement, cette grille de masse nécessite qu'un seul fil pour toute la grille. Et ce qu'on voit, donc c'est toutes ces courbes ici un peu en rouge, c'est que la différence entre la zone stimulée et les zones voisines ici peuvent être très très grandes, mais ceci va dépendre en fait de la conductivité de cette grille de masse. Et donc plus on va avoir un matériau conducteur pour cette grille de masse, et plus la différence sera importante. Donc c'est ce qui nous a amené en fait à développer tout un travail sur finalement la conductivité de ce matériau, et en particulier avec Philippe Bergonzo du CEA et Lionel Rousseau et Gaël Izorg de l'ESIE, d'essayer de développer des matériaux nouveaux. Et en particulier, Philippe Bergonzo s'intéressait beaucoup au diamant. Pourquoi le diamant? Eh bien, parce qu'il y a une caractéristique qu'on appelle la fenêtre de potentiel de
de ce matériau qui est très très large et qui permet en fait justement de délivrer des courants importants, et surtout que lorsque l'on va délivrer des courants au niveau des électrodes, eh bien, on ne va pas avoir d'hydrolyse de l'eau, et donc on ne va pas avoir de produits toxiques libérés à proximité des électrodes, et donc on va pouvoir éventuellement délivrer beaucoup plus de courant et activer bien mieux les neurones. Donc c'est ce qui nous a amené à travailler avec eux, et dans un premier travail réalisé avec Amel Bendali au laboratoire, de montrer qu'on peut cultiver des neurones sur ce diamant et que, en fait, les neurones de la rétine survivent très bien au contact de ce matériau-là. On a aussi testé un autre matériau avec José Garrido, qui était en Allemagne mais qui est retourné en Espagne, qui est le graphène. En fait, le graphène, c'est du charbon, mais c'est juste une feuille de charbon, c'est-à-dire juste une couche d'atomes de carbone en un seul plan. En fait, le diamant, c'est aussi du carbone, mais en 3 dimensions, alors que le graphène, c'est juste une couche d'atomes de carbone. Et en fait, le graphène a eu récemment a valu le prix Nobel aux personnes qui ont justement réussi à produire cette feuille de carbone. Et on voit ici, on a pu montrer qu'on arrive à faire pousser des neurones, vous voyez, des neurones rétiniens, directement à la surface de ce matériau-là. Donc ça veut dire que les matériaux type graphène et diamant sont tout à fait biocompatibles pour les cellules et en particulier pour les neurones rétiniens. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ces matériaux sont extrêmement conducteurs. Le diamant, lorsqu'on le dope avec certains atomes de bore ou d'azote, en fait, va devenir extrêmement conducteur. D'où l'idée de l'utiliser pour cette fameuse grille de masse ou même pour les électrodes de stimulation. Alors, vous voyez ici, il a pu être produit en fait ce type d'électrode avec du diamant et d'enregistrer, en fait, vous voyez ici, c'est des potentiels d'action de cellules ganglionnaires. Lorsqu'on fait une stimulation lumineuse, vous voyez ici, cette cellule va augmenter sa fréquence de décharge, vous voyez, du potentiel d'action ici, comme ça, alors que cette cellule ici, qui est enregistrée ici, elle va au contraire diminuer la fréquence de décharge des potentiels d'action lorsqu'on stimule pendant ces périodes de lumière. Donc on a pu montrer que ces électrodes diamants permettent d'enregistrer les cellules. D'autres avaient montré avec leur propre matériau diamant qu'il est possible aussi d'activer, vous voyez, des cellules ganglionnaires. Donc ça, c'est un travail qui a été fait en Australie. Et plus récemment, on a développé un nouveau matériau, enfin plutôt mes collaborateurs du CEA et de l'ESIE, des matériaux qui ont une plus grande surface. Parce que plus la surface du matériau est grande, et plus on va pouvoir délivrer de courant. Et la difficulté avec le diamant, c'est que finalement, c'était assez linéaire comme surface. Et donc l'idée qu'ils ont eue, c'était de prendre des nanotubes de carbone et de les recouvrir de diamants, ce qui fait qu'on donne de la solidité mécanique aux nanotubes, parce que sinon les nanotubes ont tendance à être très fragiles, très friables. Donc on donne, grâce au diamant, une grande solidité, mais on garde la grande structuration, vous voyez ici, grâce aux nanotubes qui sont recouverts de diamants. Et donc on voit que ces nanotubes permettent la survie des neurones au contact et qu'on peut induire une stimulation électrique de ces neurones et qu'ils vont se mettre à générer des potentiels d'action et que finalement, ce diamant nanostructuré a les caractéristiques électriques les meilleures puisqu'on arrive au niveau de ce qu'on appelle le platine noir. Donc, des caractéristiques excellentes pour la stimulation et l'enregistrement des neurones. Alors maintenant, ce que nous, on a essayé de voir, c'est aussi finalement, est-ce que in vivo, on a bien une biocompatibilité de ce matériau? Et vous voyez, on a mis des implants ici, par exemple, sous la rétine de rat aveugle. Ici, vous voyez cet implant. Et
j'attire aussi votre attention sur le fait que vous voyez ici en rouge, on voit en fait les cellules gliales. Et les neurones, ils sont là, ici. Et ce que ça suggère, eh bien, c'est que finalement, il y a une couche un peu isolante ici qui empêche, lorsqu'on a une électrode ici, au courant de pénétrer très bien dans le tissu. Et c'est ce qui rend aussi la stimulation électrique de la rétine, des neurones rétiniens, un peu difficile du fait de cette présence d'une couche un peu isolante à la surface et du fait que du coup les courants ont plus tendance à diffuser latéralement. Et c'est ce qui nous a amené en même temps à développer en fait des structures tridimensionnelles pour que en fait on puisse avoir une électrode de stimulation ici, notre grille de masse à la surface, ce qui permet en fait de localiser les courants de stimulation dans ce puits ici. Vous voyez le puits qui est créé en fait dans cette structure, et que de cette manière, on va pouvoir stimuler les neurones qui sont ici dans ce puits. Alors, ça c'est une modélisation mathématique que nous avions fait avec Riyad, et c'est Milan Gilas qui l'avait fait. Et donc, on a après produit, donc l'ESIA a produit des structures tridimensionnelles qu'on a mis sous la rétine des rats aveugles, et on a pu montrer que les neurones, en fait, vont rentrer, la rétine va se mouler en fait dans ces structures tridimensionnelles, et qu'on va bien avoir des neurones ici, vous voyez, qui vont se placer dans ces puits, et donc a priori, avec des structures tridimensionnelles comme ça, on pourrait stimuler très sélectivement ces neurones. Alors après, on a fait en fait tout un process de fabrication, enfin mes collègues, pour pouvoir déposer du diamant, vous voyez ici, sur ces structures tridimensionnelles, qu'on a pu après mettre sous la rétine d'animaux, de rats aveugles, et tester finalement, est-ce que les neurones vont toujours pénétrer dans ces structures tridimensionnelles? Donc, est-ce que finalement, ce diamant est bien biocompatible, même in vivo? Donc, c'est le travail qu'a fait Amel Bendali pour sa thèse, et elle a pu, vous voyez, après, comptabiliser tous les neurones qui rentraient dans ces structures tridimensionnelles et montrer que dans le diamant, bien finalement, on a plus de neurones dans ces structures tridimensionnelles. Donc, le diamant est bien très compatible et même meilleur que des métaux comme du platine ou même juste la structure de polyimide qui est le matériau de l'implant. Alors, après, l'idée, c'est d'aller en clinique. Et donc, il se trouve que le professeur Palanker, dont vous a parlé le professeur Sahel à Stanford, a produit des dispositifs où, en fait, il a réalisé une grille de masse ici, autour des électrodes de stimulation. Donc, finalement, ça a été le premier à intégrer une grille de masse dans ces implants rétiniens. Et donc, l'idée de ces implants, qui est assez séduisante, parce que finalement, il reprend un peu les implants du professeur Zreiner, sauf qu'il introduit cette grille de masse, et en plus, il a enlevé tout fil. Donc, vous voyez ici, par exemple, cet implant, il est complètement autonome, parce qu'au lieu d'avoir un système d'amplification des signaux, eh bien, il a décidé d'activer ici les photodiodes avec un faisceau infrarouge très intense. Donc il va falloir le projeter dans l'œil, mais du coup, on peut envoyer une puissance beaucoup plus importante que la lumière naturelle. Et donc, en faisant ça, eh bien, en fait, la lumière infrarouge ici devrait être suffisante pour activer le système in vivo. Alors, vous voyez ici, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce système-là, il a placé au-dessus d'une rétine d'un rat aveugle, et puis dessous, il a mis des électrodes d'enregistrement pour mesurer les potentiels d'action. On voit ici ces potentiels d'action, ici, qui sont générés par une rétine de rat aveugle. Et ce qu'il a pu montrer, c'est que vous voyez, lorsqu'il fait une stimulation infrarouge, eh bien, il a bien un courant qui est délivré par l'implant, et puis, eh bien, au niveau de la rétine, on voit que les cellules ganglionnaires génèrent des potentiels d'action. Donc, si elles étaient dans des conditions in vivo, elles enverraient bien un signal au cerveau comme quoi la rétine
aperçu un signal lumineux. Donc, ça, c'était sur des rétines isolées ex vivo. Donc, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer qu'effectivement, in vivo, il était aussi possible d'activer la rétine des animaux aveugles. Donc, vous voyez, il a placé ici cet implant sous la rétine. On voit ici les vaisseaux sanguins en eugéographie, on les voit bien, qui passent par-dessus. Donc, on est bien en sous-rétinien, puisque ça, ce sont les vaisseaux de la rétine. On voit ici aussi en OCT cet implant qui est bien sous la rétine ici, qui est là. C'est bien une rétine aveugle puisqu'on a juste la couche ici de la nucléaire interne, donc des cellules bipolaires, et ici la couche des cellules ganglionnaires. Donc on est bien chez un rat aveugle et on va donc pouvoir stimuler in vivo ce rat aveugle en infrarouge. Donc vous voyez le système optique qui va permettre en fait de stimuler en infrarouge ici l'œil et donc la puce, enfin, l'implant de ce rat. Et donc vous voyez ce qui a été fait, c'est finalement de stimuler cet implant avec des bandes lumineuses, donc une bande noire, une bande lumineuse, une bande noire, une bande lumineuse. Et donc plus vous allez en fait réduire la taille de ces barres, à un moment, eh bien, il n'y aura plus de perception visuelle. Et comment a été mesurée la perception visuelle? Eh bien, en mettant, vous voyez, une électrode dans le cerveau et en mesurant ce qu'on appelle les potentiels évoqués visuels. Et ce que vous voyez, c'est qu'on peut mesurer du coup ces potentiels évoqués visuels, et puis on va en fait envoyer à différentes fréquences, et on va pouvoir mesurer justement cette fréquence de stimulation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant donc des barres de différentes tailles, il a pu mesurer l'acuité visuelle de ces rats, et c'est ce qui est représenté ici, où on voit justement l'acuité visuelle des rats en fonction de la largeur des bandes de stimulation. Et ce qu'on voit, c'est qu'un animal normal est ici, donc vous voyez qu'il détecte des bandes de 50 microns, alors que l'animal avec l'implant, eh bien, il faut plutôt des bandes qui vont au-delà de 100 microns. Donc en fait, ce qu'avait montré ce travail, c'est que finalement, il est possible de récupérer une acuité visuelle qui est 2 fois moindre que celle d'un animal normal. Alors là, vous voyez, c'est un travail qui a été publié dans la revue Nature Medicine, et donc nous trouvions ce travail assez formidable, et il a été possible de commencer à travailler avec le professeur Paul Anker, et l'entreprise Pixium Vision a décidé de reprendre le process de ces puces ici et de les faire fabriquer en France pour les amener en clinique. Et donc je vais vous montrer un peu tout le travail que nous faisons actuellement avec Pixium Vision pour permettre en fait le passage en clinique de ces implants d'ici à peu près 1 an, et c'est un travail qui est soutenu par la Banque publique d'investissement. Alors, nous, ce que nous voulions, c'était montrer qu'on peut stimuler une rétine, mais une rétine qui est quand même proche de celle des patients. Et donc c'est pour ça qu'on a pris des rétines de macaques, et en fait c'est des rétines qu'on récupère d'animaux qui sont sacrifiés pour d'autres expériences, et nous, on vient prélever les rétines. Donc en fait c'est une sorte de valorisation aussi de tous les éléments de ces animaux. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la rétine, on l'isole, et dans la mesure où c'est des animaux qui voient tout à fait normalement, qui ont donc, ici vous voyez des photorécepteurs, les cellules bipolaires, et puis les cellules ganglionnaires ici, on a voulu créer un modèle de cécité, et pour ça ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait coupé dans l'épaisseur, vous voyez la rétine, pour enlever les photorécepteurs. Et ça, c'est une technologie qu'avait beaucoup développée Valérie Frado au laboratoire. Et surtout, elle a beaucoup développé aussi la culture des rétines humaines post-mortem et puis
des rétines qui nous proviennent des macaques comme ça. Et donc, on a pu produire plusieurs de ces rétines, donc c'est maintenant Sami Dalouz qui fait ça, en préparer plusieurs, les mettre en culture, ce qui fait qu'à partir d'une rétine de macaque, eh bien, on va pouvoir travailler pendant plusieurs jours après le prélèvement de ces rétines. Et donc l'idée a été de se dire, ben, on va mettre donc la puce de stimulation ici, l'implant ici, et puis on va mettre une matrice d'électrodes là, un peu comme le faisait le professeur Palanker, et enregistrer les potentiels d'action de ces cellules ganglionnaires et voir si cette rétine aveugle de primate serait à mesure d'envoyer un signal au cerveau. Alors les résultats, eh bien, donc dans ce travail que font Sami Dalouz et Paul-Henri Prévost, vous voyez ici, on a ces matrices d'enregistrement. On voit tous les petits points, c'est toutes les électrodes. On a 250 électrodes. On va donc pouvoir enregistrer, vous voyez, les potentiels d'action ici des cellules ganglionnaires. Et donc, vous voyez ici l'artefact qui est produit lorsqu'on active avec le faisceau infrarouge l'implant. Donc, vous voyez ici, on a indiqué, en fait, on a répété 200 fois les stimulations. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc chaque point représente lorsqu'on a un potentiel d'action. Vous voyez que normalement, les cellules ganglionnaires elles génèrent toujours des potentiels d'action, mais au moment de la stimulation, on voit qu'on a une fréquence de décharge qui est largement augmentée. Et donc vous voyez que c'est très reproductible. Donc dans ce cas-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on stimulait tout l'implant. Vous allez me dire, ce n'est pas vraiment de la vision. Si vous stimulez tout, c'est juste, il fait jour, il fait noir. Donc après, justement, on s'est demandé finalement, est-ce qu'on a une bonne résolution avec ces implants? Donc on est venu stimuler pixel par pixel et on a enregistré les cellules. Et ce qui était finalement assez joli, donc là c'est un des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là j'ai mis cet exemple de cette cellule ganglionnaire qu'on pense être dans une zone comme ça, un peu à cheval sur 2 pixels. On a pu montrer, en enregistrant ici, vous voyez, l'axone de cette cellule, que 2 pixels seulement, vous voyez, ces deux-là, ici, ces deux qui sont grisés, sont capables d'induire en fait une augmentation de la fréquence de décharge en potentiel d'action de ces cellules ganglionnaires. Donc en fait, on essaye d'enregistrer, vous voyez, un petit peu plus éloigné de l'implant, parce qu'en fait, l'artefact est bien moins important. Plus on s'éloigne des électrodes, on a moins d'artefacts. Alors donc, ce qui montre qu'on a vraiment une bonne résolution. Donc ça, c'est avec un implant où chaque pixel fait 140 microns. Donc en fait, on a plusieurs tailles d'implants avec plusieurs tailles de pixels. Et on a pu montrer, vous voyez, avec des pixels beaucoup plus petits de 100 microns. Vous voyez que là, c'est au moment de la stimulation de ce pixel 60 ici, eh bien on voit qu'on a bien des potentiels d'action qui sont générés, alors que sur un autre pixel voisin, on n'a pas du tout de potentiel d'action qui sont générés. Et vous voyez donc ici, seul ce pixel 60 est capable d'activer cette cellule enregistrée. Donc ça vous montre que finalement, on a une très très bonne résolution, puisque individuellement, chaque pixel va stimuler des cellules différentes. Donc on devrait avoir la résolution attendue avec cet implant. Alors vous voyez qu'avec cet implant-là, on a une centaine de pixels. Et comme vous le montrait tout à l'heure le professeur Sahel, l'idée, c'est de pouvoir injecter chez les patients plusieurs de ces petits palets, de ces petits implants, en fait un petit peu comme des tuiles, où on tapisserait de tuiles ou de carrelage un peu le fond de la rétine, le dessous de la rétine, ce qui permet d'épouser un peu la courbure de l'œil, puisque l'œil est courbe. Donc si on met un implant trop large, eh bien, on ne garde pas cette courbure, et le risque aussi, c'est que la rétine ne se recolle pas à l'épithélium pigmentaire. Donc l'avantage en ayant en fait des petits implants comme ça, c'est qu'on puisse bien recoller la rétine et qu'on puisse tapisser avec plusieurs implants. Alors là, on a commencé déjà les chirurgies. L'idée, c'est d'essayer de voir finalement, est-ce qu'on peut vraiment produire
une réponse comportementale et donc dire qu'en fait, on a bien une vision grâce à ces implants. Alors, juste la question qui se posait, c'est finalement quel type de cellules ganglières on active. Puisqu'en fait, il y a différentes cellules, et en particulier, il y a des cellules qu'on appelle midget, qui sont connues pour en fait avoir une très très grande finesse, une très grande précision dans la connectivité et dans le transfert d'informations. En fait, un photorécepteur au niveau très central va contacter deux types de cellules bipolaires et chaque cellule bipolaire va contacter une de ces cellules midget. Et donc, ça donne une très très grande résolution. On se posait la question finalement, est-ce que c'est ce type de cellule qui va être activé par l'implant? Et donc, pour arriver à le déterminer, ce qu'on a fait, c'est utiliser une technique qui a été développée par Eddie Czechiński, où en fait, ce qu'il a enregistré, c'est avec ses matrices d'électrodes, en fait, il arrive à enregistrer les potentiels d'action, mais il s'est rendu compte que lorsqu'il avait un potentiel d'action sur une électrode ici, eh bien, sur des électrodes voisines, il était capable de voir des petits signaux là. Et il s'est demandé finalement, si je prends cette fenêtre ici et que je moyenne sur tous les enregistrements, est-ce que je peux voir un signal? Et ce qu'il a pu voir, c'est, vous voyez, chaque fois qu'il y a un potentiel d'action ici, il prend cette fenêtre-là et il la moyenne ici. Donc là, il moyenne un superbe spike. Et puis là, il voit qu'il y a un petit signal. Ici, il voit qu'il y a un signal beaucoup plus important. Et vous voyez qu'ici, il ne voit pas du tout de signaux. Et en fait, c'est tout simplement, lorsqu'après, il représente en fait, l'amplitude de signal ici, il peut montrer qu'en fait, sur toute une zone comme ça, il y a des signaux. Et en fait, eh bien, c'est juste que ceci, c'est le trajet de l'axone de cette cellule. Et donc, en fait, c'est la propagation du potentiel d'action vers le nerf optique qui est mesuré. Et donc, en mesurant le décalage qu'il y a entre ce signal et celui-là, eh bien, on peut mesurer une vitesse de propagation. Et c'est ce que disait Eiji Czechiński. Et il pouvait même corréler cette vitesse de propagation avec le type de cellule et dire qu'une cellule midget, sa vitesse de propagation, elle est un peu en dessous de 0,8. Et nous, quand on a calculé les vitesses de propagation de certaines cellules, on voit qu'on est à 0,73. Donc on a sûrement bien des cellules midget qui sont activées par notre implant. Donc en fait, des cellules qui vont permettre d'avoir une très très bonne résolution, très grande précision dans le transfert de l'information. Alors, après, eh bien, tout le problème, c'est qu'on va être obligé de stimuler avec un signal infrarouge la rétine. Donc l'idée, c'est de se dire, finalement, si on pouvait faire un pré-traitement de l'information visuelle, et du coup, stimuler la rétine des patients avec un signal qui est déjà un petit peu analysé et pré-processé, pré-digéré, je dirais, pour que la compréhension de la perception visuelle soit plus facile pour le patient, eh bien, il y aurait peut-être un gain pour ce patient. Donc, on a décidé d'utiliser donc, ces fameuses caméras asynchrones qui ont été développées par Christophe Posch. Et ces caméras asynchrones, elles ont la particularité qu'elles ne font pas d'image. Parce qu'une caméra classique, toutes les 30 millisecondes, elle fait une photo, en fait. Et une caméra, ce qu'elle fait, c'est juste une succession de photos que l'on colle, et finalement, on ne voit pas les changements qui interviennent entre ces photos, puisque les photos interviennent trop rapidement. Donc l'idée là, ça a été, au lieu de faire toutes les 30 millisecondes une photo, de finalement échantillonner sur l'axe des intensités, c'est-à-dire que chaque fois qu'un pixel voit une augmentation d'intensité lumineuse, il va envoyer un événement sur le cerveau de la caméra. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, si un pixel voit une augmentation d'intensité lumineuse, eh bien, à chaque fois qu'on passe un seuil, on crée un événement positif. Et puis, si on diminue, au contraire, on a un événement négatif. Mais l'intérêt, c'est que s'il ne se passe rien, il n'y a pas du tout de signaux.
Donc on va extrêmement compresser les informations, puisque finalement, une caméra, souvent, il ne se passe rien. Par exemple, si vous mettez une caméra sur un parking, bien, il n'y a qu'au moment où des clients du parking, des voitures passent, qu'on voit quelque chose qui change. Et donc, ça permet de réduire beaucoup la quantité d'informations. Et c'est pareil, même dans un mouvement très dynamique. Donc là, on a un peu le type d'information visuelle qui est créé par ce type de caméra. Et vous voyez, c'est essentiellement, finalement, sur les contours de la scène visuelle qu'on va avoir des informations. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir finalement peut-être produire ce type d'information très rapidement et même à la milliseconde chez les patients. Alors, pour montrer qu'on peut reproduire en fait toute la programmation du traitement de l'information, on a utilisé des données de Botten-Roska et Frank Werblin qui avaient été obtenues sur les cellules ganglionnaires, où en fait l'enregistrement des cellules ganglionnaires avait permis de montrer les réponses de ces cellules. Et vous voyez, en fait, c'est comme si on avait une ligne de cellules ganglionnaires ici et qu'on stimule juste ici cette ligne de cellules ganglionnaires pendant cette période. Eh bien, on voit que ces cellules qui sont là génèrent des potentiels d'action au moment où le stimulus s'allume. Et puis, au moment où il s'éteint, on voit que c'est les cellules sur le bord ici qui s'activent. Et donc, on a, en fait, utilisant les signaux qui viennent de la caméra, on a pu montrer qu'on peut reproduire très finement en fait, ce type de stimulation et qu'on peut le faire à la milliseconde près, donc avec, en utilisant en fait, les signaux qui sortent de la caméra, ce qui ne serait pas possible avec une caméra classique parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elle fait une photo toutes les 30 millisecondes. Ça veut dire que vous êtes aveugle pendant 30 millisecondes avec ces caméras. Tandis que ces nouvelles caméras dites asynchrones, eh bien, elles peuvent fonctionner à la milliseconde, voire à la microseconde. Et donc, on a pu montrer qu'on peut reproduire, vous voyez ici, tout le traitement de l'information par toutes les cellules ganglionnaires. Donc, vous voyez tous les types classiques qui ont été identifiés dans la rétine. Donc, on peut les reproduire avec une très, très grande précision. Et puis, on peut même, finalement, arriver à reconstruire toute l'activité que votre cerveau reçoit de la part de chacune des populations de cellules ganglionnaires. Et donc, un peu reconstruire chaque image ou chaque film, mais à la milliseconde près, que ces cellules envoient à votre cerveau. Et l'idée, c'est que on peut faire ça pour toutes les cellules. Donc, on pourrait le faire, par exemple, pour les cellules midget, les cellules ganglionnaires midget, mais aussi pour des cellules qui sont plus en amont dans le traitement de l'information de la rétine. Alors maintenant, il faut l'introduire dans un système visuel que le patient va porter. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé par Riyad Ben Osman à l'Institut. Et l'idée a été de se dire, on va utiliser finalement un vidéoprojecteur, vous voyez ici, qui est déconstruit et qu'on a par exemple placé ici sur un système fixe pour pouvoir tester un peu finalement ce que percevrait une personne normale avec ce type de stimulateur. En fait, vous voyez le principe de ces vidéoprojecteurs, c'est que vous avez une lampe et finalement, lorsque vous voulez allumer un pixel, eh bien, le miroir va envoyer la lumière vers en fait, la lentille de projection. Et puis, si vous voulez qu'un pixel soit éteint, eh bien, au contraire, la lumière est renvoyée vers un système qui absorbe cette lumière. Donc en fait, seuls les pixels qui seront dirigés vers la lentille de projection vont être projetés, soit au mur, soit dans notre cas présent, sur la rétine du patient. Et ce qui fait que, bien, vous voyez ici, c'est le premier dispositif qui a été produit pour pouvoir tester justement, introduire donc la caméra, mais aussi tout le dispositif de stimulation. Donc là, vous voyez que c'est un peu grossier avec des fils, des câbles qui sortent. Mais bien sûr, le prototype va être de ce type-là, très proche finalement des systèmes qui ont été développés pour le dispositif Iris2, donc de l'entreprise Pixel Vision. Voilà. Donc juste pour
un peu résumé et que vous gardiez un bon message. Donc un patient aveugle peut retrouver une vision utile. L'objectif maintenant, c'est d'augmenter la résolution des implants. Cette résolution, en particulier de chaque électrode, elle peut être augmentée par une grille de masse. Mais pour ça, il faudrait pouvoir développer des matériaux, en particulier carbonés, donc comme le diamant ou le graphène. On a validé les nouveaux implants photovoltaïques sur un modèle primate, ceux qui sont développés par l'entreprise Pixium Vision. On a démontré qu'ils ont une très bonne résolution. On veut réaliser un meilleur encodage visuel grâce aux caméras asynchrones et les essais cliniques sont programmés d'ici 1 an si tout se passe bien. Donc évidemment, tout ce travail s'est fait avec une équipe assez importante, donc mon équipe. Donc, je vous ai parlé beaucoup d'Amel Bendali, de Paul-Henri Prévost, Samy Dalouse, mais bien sûr beaucoup d'autres, Olivier Marr aussi, Milan Gilas, Henri Laurache, ont participé à ce travail à différents niveaux. Riyad Benosman, Guillaume Chengros et Christophe Poche sont très impliqués dans le système de projection, donc dans ces lunettes. Après, évidemment, tous les aspects cliniques sont développés donc, dans le service de José Sahel, et puis aussi à la Fondation Rothschild avec Yannick Lemaire, et donc avec l'entreprise Pixium Vision, et aussi avec l'équipe de Stanford de Daniel Palanker. Et donc mes collaborateurs qui travaillent sur le diamant et sur le graphène. Et puis évidemment, tout ça, ça ne serait pas possible sans des soutiens financiers, et en particulier actuellement la Banque publique d'investissement qui soutient ce projet sur les implants de 3e génération qu'on espère pouvoir apporter en clinique d'ici 1 an. Voilà, merci beaucoup.